Donc la mondialisation, c'est l'ensemble des règles, des mécanismes, des institutions qui légitimisent le fait que le principe organisateur de l'économie mondiale, de nous être tous ensemble pour produire des biens et des services, c'est faire en sorte que le capital privé puisse maximiser son utilité. Quel progrès scientifique et technologique! Quel progrès politique! Quel progrès social! Et elle nous enseigne maintenant partout que le seul principe raisonnable, c'est de créer les marchés les plus compétitifs, parce que tant qu'on laisse la compétitivité régler l'économie, c'est que les meilleurs gagnent. Et si les meilleurs gagnent, les meilleurs ont le droit, comme disent les gens des États-Unis, the winner takes all. C'est quand moi je joue au loto, et alors je gagne et je fais banco. Je prends tout. Et l'économie mondialisée actuelle, qu'on nous dit irrésistible, inévitable, dans l'essence de l'histoire, fruit du progrès de la science et de la technologie, c'est finalement un système qui dit « You are a winner, you can take everything ». C'est un système où on nous dit « Il n'y a que des winners, les autres sont des losers ». Et dans lequel on nous dit à chacun de nous « Be a winner, don't be a loser ». Fantastique, n'est-ce pas? Et ça, c'est la narration dominante. Et alors, les conséquences de... Je vais vite maintenant, parce que maintenant que je me suis expliqué un peu, il y a moyen de voir quelles sont les conséquences. N'ayez pas peur maintenant de ça. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je vais vous l'expliquer. Non, non, je vais vous l'expliquer, mais ça... Non, non. Ça, c'est la mondialisation, regardez. Non, c'est très gai, c'est très gai. Alors, ça, c'est ce que je vous ai expliqué, sont les décisions prises sur la libéralisation de l'alimentation en faveur. Ça, c'est la libéralisation, la dérégulation. Et alors, là, il y a la mondialisation, la globalisation des marchés, etc. Et alors, tout cela, c'est la mondialisation que je vous ai expliqué. C'est ici. Alors, maintenant, c'est ici le cœur des conséquences. Et quelles sont les conséquences? Maintenant, vous les verrez mieux. Voilà. C'est plus grand, non? C'est mieux. Alors, les conséquences, c'est que, par exemple, dismantlement of welfare state, on l'a vu. On a vu également, par exemple, la diminution du pouvoir de l'État. L'État n'est plus autonome. C'est les marchés financiers qui l'emportent. On a vu que le rétablissement d'un high level of profit rate, ça. Et ce qu'on a vu, alors, la conséquence, c'est la priorité à la déflation, c'est-à-dire à la réduction des capacités d'intervention de l'État, et donc à cette politique fameuse de la réduction des déficits publics, et donc à la réduction des dépenses de l'État, et donc à la réduction des dépenses sociales, en éducation, en santé. Et c'est ainsi que désormais, vous, par exemple, au Québec, vous avez 21% de votre population qui est pauvre. Parce que vous le savez très bien, que le revenu des gens est un revenu mixte. Dans le welfare, c'est un revenu mixte. Vous avez un revenu direct, c'est-à-dire qui était votre salaire, et puis le revenu qui était les transferts sociaux. Le fait que vous ne payez pas l'hôpital, c'est un revenu réel, mais indirect. Le fait que l'école est gratuite, c'est un revenu réel. Donc le revenu réel des gens est composé par le revenu direct, salaire, plus les transferts sociaux. À partir du moment où les transferts sociaux sont éliminés, et à partir du moment où vous avez une baisse de salaire, eh bien vous devenez pauvre. C'est normal. Alors qu'avant, vous étiez devenu un peu plus riche. Et c'est normal. Et alors ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ensuite, alors, on a éliminé toute la négociation sociale.
Avant, il y avait en permanence des négociations sur les salaires, sur les conditions de vie, de travail, etc. En revanche, dans la mondialisation actuelle, qu'on a libéralisé toutes les conditions de travail, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, ne sert pas à grand-chose, eh bien, les concertations sociales entre les partenaires sociaux n'ont plus de sens. L'entreprise qui est devenue libre, le capital qui est devenu libre, pourquoi devrait négocier avec les syndicats? Et c'est pour cela qu'on a affaibli les syndicats. Une fois que les syndicats ont été affaiblis, les ouvriers, les travailleurs se sont retrouvés tout seuls face au capital. Et alors, il est clair que ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Les conséquences, c'est que les marchés financiers ont pris la capacité de décider. Et alors, si vous regardez ça, ça devient de plus en plus. Alors, tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a amputé les droits sociaux. Où sont nos droits sociaux maintenant? Dans vos pays, surtout aux États-Unis. Qui parle de droit social? Clinton, il a même révisionné en août de 1997 le welfare state. Et il a été capable de faire ce que Reagan, pendant 8 ans, essayé de faire, jamais réussir. Eh bien, un président démocrate a réussi à faire qu'un président républicain n'a pas réussi à faire. L'amputation des droits sociaux. En Europe, on n'a plus de véritables droits sociaux. On nous a enlevé tous les droits sociaux. Sauf pour ceux qui sont encore dans les marchés du travail. Et alors, on est désormais des ressources humaines. Et comme ressources humaines, on a le droit à l'existence si on est une ressource rentable. Comme personne, on a des droits. Et on a des droits parce qu'on est inhérent à la personne, les droits sociaux, les droits de vie. Comme ressources humaines, dès que vous cessez d'être rentable, arrivederci. Pourquoi vous voudrez exister comme ressources humaines non rentables? Si vous devenez à 50 ans, vous n'êtes plus tellement productif. Vous n'êtes plus recyclé. Et vous êtes difficilement recyclable. Quel entrepreneur va vous employer encore? C'est pour cela que je vous conseille de ne pas devenir quelqu'un de 50 ans ou plus, parce que la probabilité que vous soyez une ressource humaine obsolète, non recyclée et définitivement non recyclable est plus élevée. Et c'est pour cela que la plupart des gens qui ont plus de 50 ans sont tous au chômage. Ou bien on les a mis en pré-pension, ou bien on les a dit au revoir, quoi, débrouille-toi. Et alors ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, le average income a diminué. C'est pour ça que les gens deviennent plus pauvres. Et puis alors, je vous l'ai dit, on a affaibli les syndicats. Et puis alors, on a détruit le travail. Et puis on a augmenté la flexibilité du marché du travail. Et puis on a diminué les salaires. Et puis on a augmenté la croissance, la pauvreté de l'exclusion sociale. Et alors ça a diminué, puisque les salaires diminuent, alors ça a diminué les revenus fiscaux, qui à son tour, puisqu'il y avait la déflation, eh bien, les salaires fiscaux, et donc a augmenté le démantèlement de l'État. Et alors le démantèlement de l'État a augmenté encore de nouveau la pauvreté des gens. Et finalement, on est en train au niveau mondial de faire l'apartheid social mondial où les pauvres deviennent plus pauvres et les riches deviennent plus riches. Résultat des courses, 1960 aux États-Unis, 1% de la population possédait 22% de la richesse des États-Unis. Vous savez combien possède en 1996? Maintenant 1% de la population des États-Unis. Un chiffre. 44 exactement. Le double. 1%. C'est-à-dire que les inégalités aux États-Unis n'ont fait qu'augmenter. Et alors on nous dit que l'économie des États-Unis ne fait qu'être boom. Ah oui, c'est vrai. Pour un nombre limité, c'est un boom. Pour un nombre croissant, vous savez combien de gens n'ont plus aucune protection médicale aux États-Unis? Statistique du Department of Health. Un chiffre. 42 millions d'Américains n'ont aucune protection médicale.
le pays le plus développé